découvert récemment en explorant le passé, quelque chose qui m'avait un peu échappé. J'ai grandi chez mes grands-parents et à 7 ou 8 ans, je me suis battu pour avoir le droit d'être autonome sur le tourne-disque de mes grands-parents. La discothèque de mes grands-parents était essentiellement de la chanson française. Donc Ferré, Brel, Reggiani, Brassens, qui sont d'ailleurs des albums que j'écoute toujours aujourd'hui, parmi beaucoup d'autres, mais j'y reviens régulièrement. Et je pense que je n'avais pas réalisé que finalement c'est un peu la première musique que j'ai écoutée. Ensuite, adolescent, je suis passé à autre chose, mais à l'adolescence, le collège, le lycée, j'ai eu la chance d'avoir en particulier 2 professeurs de français qui ont réussi à vraiment capter mon attention. Et à partir de là, ça ne m'a plus jamais quitté. Avec différentes phases, dans les années 80, beaucoup de littérature française. Je suis un grand camusien. Camus, pour moi, est vraiment quelqu'un de très important. Beaucoup de sa philosophie me parle, me convient. Et puis, dans les années 90, il y a eu toute la littérature américaine qui a beaucoup nourri un certain nombre de mes albums. Donc, je suis attaché à la littérature pour la lire, pour l'explorer. Et depuis longtemps, pour ne pas dire toujours, j'ai un carnet, un stylo dans lequel je note différentes choses qui finissent par faire des choses plus conséquentes. Je ne l'ai jamais fait avec une idée de commercialisation éventuelle ou d'édition. J'ai besoin de cet outil-là, au même titre que la musique, au même titre que d'autres médiums que je peux utiliser dans ma création. Avec toujours cette notion que je suis en découverte, en exploration, j'ouvre toutes les portes qui se présentent. Certaines, je les referme rapidement et d'autres m'emmènent encore vers d'autres territoires, je dirais, un peu insoupçonnés. Il y a eu, je pense, toute la période formatrice, les premières années, où je voulais découvrir des choses. Et puis, il y a eu la période exploratoire par la suite, où j'en savais modestement, mais suffisamment pour effectivement choisir un petit peu plus mes sujets et aller très loin dans certaines explorations. Au début de ce qui allait devenir la trilogie, hein, encore une fois, j'étais en terrain tout à fait flou, opaque. Je défrichais. Je continuais d'écrire parce que Berlin est un endroit quand même suffisamment inspirant pour écrire. Je continuais d'écrire parce que j'avais besoin de consigner un certain nombre d'expériences personnelles, de chercher des explications, des réponses à des situations qui se présentaient. Donc j'ai eu ce flot d'écriture un peu chaque jour. Et depuis la sortie du premier volume de la trilogie, donc en juin dernier, j'ai décidé de faire ce petit fil rouge qui fait partie de ce que j'appelle les Poégraphies Series. Et ce sont des séries de photos qui sont des instants, des fragments de vie, de perception, d'émotion, et qui sont accompagnés de photos. J'ai fait beaucoup de photos, je fais beaucoup de photos depuis longtemps, pour le plaisir. J'ai très peu diffusé, il n'y a pas de projet de ce côté-là, mais c'est quelque chose que j'aime, qui me nourrit. Et donc cette poégraphie série à Berlin s'appelle Freischwimmer im kalten Wasser, c'est-à-dire nageur libre en eau froide.
Le Freischwimmer étant le nom d'un restaurant berlinois très alternatif dans lequel j'ai passé beaucoup de temps, dans lequel j'ai trouvé pas mal d'inspiration, dans lequel j'ai passé des moments particuliers et importants avec un certain nombre de personnes. Donc j'aimais cette notion de nageur libre, mais on nage en eau froide. Donc il faut trouver des moyens de se réchauffer. Donc la trilogie finalement repose sur ces différents médiums, qui sont des médiums que j'utilise depuis longtemps, mais c'est la musique, c'est certaines dimensions graphiques. Je suis très attiré, très attentif à la mise en forme graphique des choses, la présentation, la photo et la littérature. Pour moi, c'est indissociable. Et il n'y a pas... Bien sûr, la musique est très importante, mais je dirais que ce sont trois médiums que je mets quasiment au même niveau. J'ai cette recherche que je vais peut-être pousser à un moment plus vers la photo, vers l'écriture, c'est déjà le cas, la musique c'est le cas aussi en ce moment, donc c'est une période créative, j'essaye de pousser ça le plus loin possible. La partie qui m'intéresse le plus dans tout ça, c'est le moment où je suis en studio, en création, en fabrication graphique, musicale, esthétique d'un projet. Bien sûr, je soigne les détails, mais je veux toujours avoir une vision d'ensemble parce que je conçois les choses souvent comme un projet global. Pas seul, bien sûr, avec un certain nombre de collaborateurs. Mais c'est vrai que j'insuffle souvent l'idée globale du projet. J'ai une sorte de vision un peu globale, un peu totale des choses. Même si j'ai peut-être l'air de me contredire, même si ce n'était pas le cas au début de la trilogie, mais le paysage s'est éclairci et au bout d'un moment, j'ai compris ce que c'était que la trilogie. Une revisitation du parcours, une revisitation intérieure, mais que c'était aussi une projection vers l'avenir, comme si les choses, leur propre chef me redonnait les clés d'une nouvelle direction. Le paysage s'est beaucoup éclairci à ce moment-là, et j'ai eu effectivement cette vision de trilogie et toutes les notions graphiques qui vont avec. Mais je reviens à la notion de mouvement, de voyage. La trilogie n'est en aucun cas un moment arrêté dans le temps. Ce n'est pas un retour en arrière pour le retour en arrière. J'ai un mot qui est proscrit de mon vocabulaire, c'est le mot de nostalgie. Voilà. Ce sentiment m'est totalement étranger. Je ne sais pas ce qu'est la nostalgie. Je suis fait comme ça, je pense. Je continue de regarder vers l'avenir en étant conscient des enjeux, du temps, du vieillissement, de la destination finale. Mais c'est ça mon moteur. La trilogie est là pour ça, pour éclairer l'avenir. Je la vois comme une passerelle vers d'autres projets qui sont en cours, qui vont arriver, et comme un rite de passage vers un avenir qui n'est pas encore écrit, mais dont je suis sûr que si la vie nous en laisse toutes les possibilités, dont je suis sûr qu'il sera assez riche. Ce qui est fondamental et ce qui motive l'amitié pour moi, c'est le fait qu'il n'y a pas de création qui se fait seule. En tout cas, pas pour moi. La création est aussi le résultat d'une interaction entre des personnes que l'on réunit dans un espace matériel, un espace-temps, et de gens qui vont
confronter leurs différentes sensibilités au service d'un projet commun. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je pense qu'un certain nombre de gens se souviennent de Santa Cruz, qui est un projet que j'avais initié au début des années 2000. J'aime l'idée de collectif. J'aime être avec une équipe de gens qui ont du plaisir à partager la création, à participer. J'aime que le projet appartienne à tout le monde. J'ai toujours fonctionné de cette façon-là. C'est encore le cas aujourd'hui. Alors c'est vrai que je suis aussi très attaché à cette notion de longévité dans les amitiés, on pourrait presque dire dans l'amour, mais en tout cas dans les amitiés, il y a des gens qui, comme mon compagnon musical de longue date, Yves-André Lefebvre, je pense qu'on a dépassé les 30 ans largement de collaboration. Joe Pinto Maya, avec qui je pense on a fait un premier clip au début des années 90. Gilles Martin qui avait réalisé plusieurs albums dans les années 90, qui est aux commandes à nouveau pour la trilogie. Et puis voilà, la liste est longue. Des musiciens qui ont été très 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 importants pour moi. On pourrait mentionner Billy Conway de Morphine, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et toutes ces choses-là se placent avant tout sur un plan humain. J'ai beaucoup travaillé seul dans un premier temps. Les technologies actuelles permettent de concevoir des idées, de la musique avec assez peu d'équipement et en étant relativement mobile. Donc j'ai essentiellement dans un premier temps travaillé sur des idées, sur encore une fois les couleurs que je souhaitais entendre. Depuis, je dirais, une douzaine d'années, même si ça a fait partie du parcours musical, depuis une douzaine d'années, à titre personnel, j'ai beaucoup travaillé tous les outils électro, beaucoup de programmation. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour d'autres productions, d'autres albums. Et je continue d'utiliser beaucoup ça, tout du moins comme base de départ pour définir une ambiance. Par la suite, j'échange avec un certain nombre de musiciens, bien que sur la trilogie, il y ait très très peu de collaborateurs. Ça s'est fait naturellement, mais j'ai vraiment voulu recentrer les choses sur mon questionnement et ma recherche personnelle. Quand le projet a pris sa forme, j'ai beaucoup collaboré avec Gilles Martin, que j'ai déjà mentionné plus tôt, qui est un mixeur, réalisateur assez connu, au très beau CV. On travaille ensemble depuis longtemps. Et donc Gilles m'a aidé à finaliser les choses esthétiquement, musicalement. Lui, son domaine, c'est vraiment le mixage. En théorie aussi mon métier, mais j'ai besoin de prendre beaucoup de distance par rapport à ma propre création. Et le choix que je fais, c'est de ne pas finaliser. Je suis trop proche émotionnellement de la matière, donc je préfère laisser à quelqu'un d'autre en qui j'ai confiance avoir ce regard-là, ce regard global, et éventuellement faire des propositions qui vont amener la création à un niveau encore plus élevé. Ce retour à Berlin, c'était une revisitation du parcours d'une certaine façon. Donc je suis retourné à des formes musicales que j'avais pas totalement quittées, mais que j'avais mélangées, mixées avec d'autres choses. Là, je suis reparti avec quelques influences qui sont importantes pour moi dans cette période de ma vie, les années 80, c'est Roxy Music, c'est Kraftwerk, c'est la scène allemande d'une manière générale, avec Neu ou avec Can,
dont Brian Eno était très proche aussi. J'ai mentionné Roxy Music, c'est aussi Brian Eno. Le premier album de Roxy Music pour moi est un magnifique album. Alors bien sûr, il y a eu The Cure, il y a eu Joy Division. J'aime aussi beaucoup certains albums de Depeche Mode. Ça c'est mon côté réalisateur, je pense, ingé son, où je trouve que les productions sont magnifiques. C'est peut-être d'ailleurs l'écoute des albums de Pink Floyd, fin des années 70, qui m'ont donné cette notion d'espace, de paysage. Je cherchais à comprendre ce qui se passait, pourquoi cette largeur, pourquoi cette profondeur de son, pourquoi ça me touchait émotionnellement ces espaces qui n'étaient pas des espaces traditionnels de guitare, basse, batterie ou du rock des années 70. Tout d'un coup, je voyais des paysages, je voyais du voyage, donc tout est dans tout. Je ne suis pas un fan de rock progressif, j'ai écouté Pink Floyd, mais je n'ai jamais écouté Yes. J'aimais beaucoup Peter Gabriel, mais Genesis n'était pas ma tasse de thé, par exemple. Donc dans Pink Floyd, c'est pas cette dimension-là qui m'a intéressé, c'est vraiment les esthétiques de son, d'effets, d'espace. Je pourrais mentionner aussi tout un autre pan musical qui m'intéresse beaucoup depuis très longtemps, c'est la musique contemporaine. J'aime pas le mot fan, mais je suis un grand fan de Steve Reich. Donc voilà, il y a des interactions, des territoires un peu exploratoires comme ça dans le premier volume de la trilogie. Le deuxième volume, avec Gilles Martin, on a voulu quelque chose d'un peu plus lumineux, avec des références un peu plus récentes. Donc voilà, je peux aussi bien écouter Pink Floyd que Arvo Pärt, que Billie Eilish, ou Sigur Rós. Voilà, puis la liste serait trop longue pour continuer, mais c'est un univers global. J'ai traversé aussi des périodes très riches dans l'électro, dans le jazz. Donc tous ces éléments-là continuent à faire partie de mon patrimoine et de ma boîte à outils quand j'écris, quand je compose. Donc la trilogie est faite de ça. Le troisième album de la trilogie est beaucoup plus... Alors c'est peut-être celui qui rend le plus hommage à Brian Eno. Il est beaucoup plus contemplatif, ambient, posé. Alors je rajoute une petite pierre au début de la carrière. J'ai parlé de Pink Floyd tout à l'heure. Pink Floyd, c'est une anecdote qui est assez drôle, et que j'ai réalisée des années plus tard. J'avais un voisin passionné, mélomane disons, passionné plus de hi-fi, de qualité audio, que réellement de musique. Pour lui, sur un système de qualité comme il avait, Pink Floyd était absolument le groupe à écouter. Et très gentiment, j'avais 14 ans je pense, ce garçon-là m'invitait régulièrement à écouter des albums. On s'asseyait très religieusement le temps de l'album, et je pense que je lui dois beaucoup. Le jour où j'ai écouté cet album de Pink Floyd et que je suis arrivé à la fin, dans ma petite tête d'adolescent, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et le ça, je l'ai transformé en je veux être arrangeur. Je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de ce côté-là. Donc voilà, j'ai cassé les pieds à mes parents pour aller prendre des cours de solfège. J'ai fini par atterrir au conservatoire, puis en fac de musique, ce qui n'était absolument pas un terrain pour moi, trop contraignant, trop académique, mais j'ai quand même suivi ce chemin-là. Je pense qu'il y avait déjà quelque chose de l'ordre de l'écriture, de la réalisation.
c'est pas du symphonique, mais ma façon de travailler ressemble beaucoup à ça finalement. C'est-à-dire que une piste, un son, ne prend son sens qu'à partir du moment où une deuxième piste s'installe, une troisième, et les différents éléments ensemble finissent par fabriquer la musicalité d'un morceau. C'est très rare. J'ai travaillé comme ça à certaines époques, avec Santa Cruz en particulier, mais c'est très rare maintenant que j'écrive une chanson en prenant une guitare et une suite d'accords. J'ai changé vraiment fondamentalement ma façon de travailler, mon approche. Et je travaille beaucoup avec la répétition, donc Steve Reich. Je travaille beaucoup avec l'aléatoire, on pourrait dire Terry Riley. Et je travaille beaucoup avec l'accident. C'est une poésie, je dirais, qui, comme les poèmes de Parchoc, sont une sorte d'universalité que tout le monde peut s'approprier. Et chacun peut mettre ses propres mots, trouver ses propres émotions, selon les moments, selon ce qu'on traverse. Et ces portes-là, je veux absolument les garder ouvertes. C'est un partage, c'est un accompagnement de la personne qui écoute. Je pense parfois à la personne qui écoute. Comme l'argentique est une émotion par rapport à une image, comme le 35 mm est une émotion par rapport à des images en mouvement, comme le vinyle est une émotion, et à la place d'émotion, je peux mettre filtre, par rapport à de la musique. Quand j'entends « Ah, mais le vinyle, c'est super, ça sonne quand même », il faut quand même savoir que techniquement, le son du vinyle n'est pas le son de ce que l'ingénieur a finalisé en studio. Il y a une contrainte, une déformation qu'il faut accepter, mais le gain est un gain qui est strictement émotionnel. Parce que ce qui est délivré est quelque chose d'inexplicable, mais qui touche. Voilà. Comme l'analogue dans la photo ou dans le cinéma. Et pour moi, ce sont des filtres poétiques. C'est vraiment là que ça se situe pour moi. C'est pour ça que j'aime la photo. Parce qu'une photo, quel que soit le photographe, et il y en a beaucoup, moi je ne me qualifie pas de photographe, absolument pas. Mais pour moi, ce qui fait la différence, c'est pas l'équipement, c'est pas l'outil, ce qui fait la différence, c'est l'œil. C'est-à-dire où, en tant qu'humain, avec tes émotions, tu décides de poser ton œil et de définir ton cadre. Et deux personnes au même endroit, avec le même sujet, vont faire des choses éventuellement très différentes. Et j'aime cette notion-là, j'aime cette approche-là. Ces poèmes dans Parchoc sont sans titre, parce que je voulais laisser la possibilité aux gens qui les lisent de mettre dessus le titre qu'ils ont choisi pour eux-mêmes. C'est le dernier poème du recueil. Je me dis, 25 ans après, même un peu plus, après avoir écrit ça, que après ces années de tempêtes et de doutes, toutes ces batailles livrées sans goût de victoire, un jour viendra qui nous donnera les réponses et nous dira que tout avait un sens.